Je me suis réveillé chauve, les mèches de mes cheveux éparpillées sur l'oreiller, un billet cruel sur ma table de chevet. C'était le jour du mariage de mon fils, le jour où ma belle-fille a décidé de m'humilier. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans mon sac reposait un document qui allait changer le destin de tous ceux présents dans cette salle. Ils m'ont sous-estimé, pensant qu'une femme de 67 ans, vulnérable et ridiculisée, se plierait en silence. Mais derrière chaque humiliation se cache parfois une force insoupçonnée. Dans quelques heures, je monterai sur l'estrade pour porter un toast. Et ce toast révélera qui héritera vraiment de mon entreprise de 150 millions d'euros. Ce ne sera pas celui que tout le monde attend. Suivez cette histoire bouleversante jusqu'à son dénouement et découvrez comment une trahison peut parfois mener à la plus inattendue des revanches. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de partager votre ressenti. D'où regardez-vous cette histoire qui a ému des millions de personnes? J'avais 67 ans lorsque je me suis réveillé dans la chambre d'hôte de la mairie de Lyon, le jour du mariage de mon fils. Le parfum des fleurs se mêlait à une odeur métallique que je n'identifiais pas immédiatement. Mais en tournant la tête sur l'oreiller, mon monde s'écroula. De longues mèches de mes cheveux étaient éparpillées comme si on les avait arrachées pendant la nuit. Ma main parcourut mon crâne et ne rencontra que de la peau nue, froide, étrangère. Sur la table de chevet, un billet écrit à la hâte me transperça plus profondément que n'importe quelle lame. « Maintenant, tu as l'apparence que tu mérites, vieille ridicule. » Signé par elle, ma belle-fille. Je me levai, les jambes flageolantes, et me regardai dans le miroir de l'armoire ancienne. La femme chauve qui me fixait ne me ressemblait pas. Les rides que j'avais toujours cachées sous mes cheveux étaient exposées comme des cicatrices. Soudain, je me souvins du verre bleu qu'elle m'avait elle-même servi la veille au soir, lors du dîner de répétition. Le liquide avait un goût étrange, trop sucré. La nausée me prit rien qu'en y repensant. Ce n'était pas seulement l'humiliation. C'était le présage de quelque chose de plus grand. Car ce jour-là, devant 200 invités, j'allais annoncer qui serait le nouveau propriétaire de mon entreprise de 150 millions d'euros. Et ni ma belle-fille, ni mon fils ne savaient ce que j'avais décidé. L'horloge du couloir sonna à 8 heures. Dans 3 heures exactement, je devrais descendre et affronter tous ces regards. Je touchai mon crâne dénudé et sentis des minuscules coupures. Quelqu'un avait utilisé des ciseaux, pas un rasoir. Un travail bâclé fait dans la précipitation. Dans le miroir, je remarquai que mes sourcils aussi avaient été partiellement coupés, me donnant un air encore plus vulnérable. Je m'assis sur le bord du lit, tremblante. Voilà 6 mois que je cachais mon secret à toute la famille. Mes premières séances de chimiothérapie. J'avais commencé à porter une perruque si naturelle que personne ne s'en était aperçu. Mais maintenant, il n'y avait plus rien pour dissimuler ma maladie, ma fragilité, ma mortalité. Le comble de l'ironie. Ma belle-fille, Isabelle, croyait m'humilier en me rasant la tête sans savoir qu'elle ne faisait que révéler ce que je tentais désespérément de cacher. Elle voulait me détruire pour ce jour important, convaincue que je favoriserais mon fils dans mon testament. Si seulement elle savait. Je pris une profonde inspiration et ouvris ma valise. Au fond, soigneusement emballé dans du papier de soie, se trouvait le dossier contenant les documents de transfert de propriété. Pas à mon fils unique, comme tout le monde s'y attendait. Pas à ma belle-fille ambitieuse qui manipulait mon fils depuis leur rencontre. Non, ma décision était prise depuis longtemps, bien avant que le cancer ne s'invite dans ma vie. À travers la fenêtre, je pouvais voir la place de la mairie où le tramway passait dans un grincement familier. La lumière se reflèterait sur mon crâne nu pendant la cérémonie. Les gens ricaneraient, ils prendraient des photos à la dérobée, mais je resterais droite. Car aujourd'hui, je leur montrerai à tous que la dignité ne tient pas à quelques mèches de cheveux, mais à la force de caractère. Je me levai déterminé. Dans mon sac, je trouvais un foulard en soie Hermès, acheté il y a des années sur les Champs-Élysées, lors d'un voyage avec mon défunt mari. Je l'enroulai autour de ma tête avec soin. Ce serait ma couronne pour ce jour où je changerais le destin de tous ceux qui croyaient pouvoir me briser.
Je descendis l'escalier en colimaçon de la mairie, chaque marche me rapprochant de l'épreuve qui m'attendait. Mon foulard Hermès, enroulé autour de ma tête, ne camouflait pas complètement ma calvitie, et je sentais mon cœur battre comme un oiseau affolé contre ma cage thoracique. Les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux centenaires, créant des taches colorées sur le sol en marbre. Une ironie cruelle. Tant de beauté pour envelopper tant d'humiliation. Dans le hall, je les vis tous. Des visages connus et inconnus, figés dans une expression que je connaissais trop bien. Ce mélange de pitié et de curiosité malsaine. Les conversations s'éteignirent progressivement à mon passage, comme une vague de silence qui se propageait. J'entendis distinctement une cousine éloignée murmurer à sa voisine « Regarde, elle a perdu ses cheveux. Cancer ou folie ?» Une autre voix répondit « On dit qu'elle a dilapidé la moitié de sa fortune en traitements expérimentaux. » Ces rumeurs me transpercèrent comme des aiguilles, mais je gardais la tête haute. J'avais bâti Lumière Métallique depuis notre petit atelier à la Croix-Rousse jusqu'à devenir l'une des plus grandes entreprises métallurgiques de la région Rhône-Alpes. J'avais survécu à la mort de mon mari, aux crises économiques, aux trahisons d'associés. Ce n'était pas aujourd'hui que je m'effondrerais, mais le plus douloureux restait à venir. Au centre du hall, mon fils unique, Mathieu, discutait avec son futur beau-père. Quand nos regards se croisèrent, je vis la panique traverser ses yeux noisettes, les mêmes que son père. Il détourna rapidement la tête, feignant de ne pas remarquer mon état, s'engageant plus profondément dans sa conversation comme si je n'existais pas. Ce silence me brisa plus sûrement que n'importe quelle insulte. Mon propre fils, celui que j'avais porté, nourri, pour qui j'avais sacrifié tant d'années de ma vie, n'avait pas le courage de venir vers moi. Pas un mot, pas un geste, rien que cette lâcheté élégante, enveloppée dans son costume Lanvin à 3000 € que j'avais payé. Je traversai la salle, sentant chaque regard comme une brûlure sur ma peau. Une larme menaçait de couler, mais je la retins. « Pas maintenant, Eliane, » me dis-je. « Pas devant eux. » Je m'approchai du buffet, cherchant un verre d'eau pour faire passer la boule dans ma gorge. C'est là que je la vis, la tesoura da sacristia, les ciseaux de la sacristie. Ils étaient posés négligemment près d'un arrangement floral, leurs lames reflétant la lumière. Ces ciseaux auraient dû être dans leur boîte, dans la petite pièce adjacente à la chapelle. Qui les avait sortis? Qui les avait utilisés, puis abandonnés là comme un indice moqueur? Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ces ciseaux avaient-ils servi à me raser la tête pendant mon sommeil? Et comment quelqu'un avait-il pu entrer dans ma chambre verrouillée? Ma belle-fille, Isabelle, fit son entrée, magnifique dans sa robe prénuptiale. Son sourire rayonnant s'effaça légèrement quand elle m'aperçut, mais elle se reprit aussitôt, venant vers moi avec cette assurance qui l'avait toujours caractérisée. « Belle maman », dit-elle d'une voix mielleuse en m'embrassant sur les joues comme si de rien n'était. « Quelle tenue originale! Un problème avec vos cheveux ?» Son parfum, poison de Dior, m'enveloppa, me rappelant le goût étrange du champagne dans ce verre bleu qu'elle m'avait tendu la veille. « Je porte ce qui me plaît, Isabelle, » répondis-je calmement, « comme toi qui portes si bien tes masques. » Son sourire vacilla, mais elle se ressaisit rapidement. « Le champagne hier soir était peut-être trop fort pour vous. Vous semblez confuse. » Une autre pièce du puzzle, le champagne dans le verre bleu. Avait-il été drogué? M'avait-on endormi pour pouvoir me raser la tête sans résistance? Pendant qu'Isabelle s'éloignait pour accueillir d'autres invités, je remarquai un détail troublant sur le registre numérique à l'entrée de la mairie. L'écran affichait les dernières entrées, et parmi elles, un code saisi à 02h17 du matin. Qui avait pénétré dans le bâtiment à cette heure? Qui connaissait les codes? Le copeau azul, à Tesoura, à Seigna, le verre bleu, les ciseaux, le code d'entrée. 3 indices qui formaient une constellation sinistre, dont je ne distinguais pas encore la forme complète. L'organisatrice du mariage, Madame Leblanc, s'approcha de moi avec une inquiétude mal dissimulée. « Madame Roussel, tout va bien? La cérémonie commence dans 1 heure. Qui a accès au code de sécurité de la mairie ?» demandai-je abruptement. Elle cligna des yeux, désarçonnée. «
Eh bien, le personnel municipal, évidemment, et nous avons donné un code temporaire à la famille proche pour ce week-end. Son regard dériva vers mon foulard, puis s'en détacha précipitamment. Y a-t-il un problème? Aucun, répondis-je. Tout est parfaitement clair. À cet instant, je vis ma belle-sœur, Françoise, en grande conversation avec une femme que je reconnus comme étant la responsable de la comptabilité de mon entreprise. Elle chuchotait avec animation, s'arrêtant net lorsqu'elles remarquèrent mon regard. Françoise m'avait toujours jalousé depuis que j'avais épousé son frère et hérité de l'entreprise familiale à sa mort, alors qu'elle estimait y avoir droit. Je m'avançai vers elle, mais elles se séparèrent avant que je puisse les rejoindre. Françoise vint vers moi, son sourire ne parvenant pas à atteindre ses yeux. « Eliane, ma chère, quelle surprise !» Son regard s'attarda sur mon foulard. « Un nouveau look pour le mariage ?» Dans ses yeux, je vis une lueur de satisfaction malsaine. Et je compris alors que peut-être, juste peut-être, ma belle-fille n'avait pas agi seule. Françoise connaissait tous les codes de la mairie. Son mari était adjoint au maire. Je serrai les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Le jeu devenait plus clair, mais pas encore transparent. Qui d'autre était impliqué? Combien de personnes s'étaient liguées contre moi, croyant pouvoir m'arracher ce que j'avais mis une vie à construire? La cloche de la mairie sonna, annonçant le début imminent de la cérémonie. Bientôt, je devrais prendre place, endurer les regards, puis assister au moment où mon fils s'unirait à cette femme qui m'avait trahi. Et plus tard, viendraient les discours et mon annonce, celle qui changerait tout. À cet instant précis, malgré la douleur, malgré l'humiliation, je sentis une détermination d'acier se forger en moi. Ils voulaient me voir briser. Je leur montrerai la force d'une femme qui n'a plus rien à perdre. La veille du mariage, le ciel de Lyon s'était paré d'un bleu limpide, presque provoquant. Je me souviens avoir pensé que c'était un temps trop parfait pour les tempêtes qui se préparaient dans l'ombre. Ce matin-là, j'avais quitté discrètement l'hôtel particulier où logeait la famille pour me rendre à mon rendez-vous le plus important de l'année. Le cabinet Dumont & Associés se trouvait dans un immeuble haussmannien, près de la place Bellecour, avec ses façades ocre et ses balcons en fer forgé. Ironiquement, ce métal que ma famille travaillait depuis 3 générations. J'avais choisi ce lieu précisément parce qu'il était loin des circuits habituels de ma belle famille. À 67 ans, j'avais appris à couvrir mes traces. « Madame Roussel, nous vous attendions », m'accueillit maître Dumont, un homme discret aux tempes grisonnantes. Son bureau sentait le cuir et le bois ciré, une odeur qui m'avait toujours rassuré. Sur son bureau reposait une pile de documents, soigneusement préparés selon mes instructions des derniers mois. « Les papiers sont prêts ?» demandai-je en m'asseyant, ajustant ma perruque d'un geste devenu machinal. À cette époque, je la portais encore, cette chevelure d'emprunt qui me donnait l'illusion de contrôle sur ma maladie, sur mon image. « Tout est là », confirma-t-il en faisant glisser vers moi les documents. « Le transfert de propriété de lumière métallique. Vous êtes certaine de votre décision, madame ?» Je souris faiblement. Plus que jamais. J'avais passé des nuits entières à peaufiner ce plan. Transférer le contrôle de mon entreprise de 150 millions d'euros, non pas à mon fils, comme tout le monde s'y attendait, mais à celle qui en était le véritable cœur battant. Les ouvrières du département de métallurgie fine, ces femmes plus âgées que l'on reléguait souvent aux tâches ingrates, ces artisanes exceptionnelles dont les mains façonnaient notre réputation d'excellence. Avez-vous informé votre famille? La question de maître Dumont flotta dans l'air comme un nuage de fumée. Je secouai la tête. Ils sauront au moment du toast demain. En signant chaque page, je pensais à ces femmes de l'atelier de Saint-Priest. Jacqueline, 63 ans, qui formait les jeunes avec une patience infinie. Monique, 58 ans, dont les doigts déformés par l'arthrite créaient pourtant les pièces les plus délicates. Samia, 60 ans, arrivée d'Algérie 30 ans plus tôt et qui connaissait chaque machine mieux que leur concepteur. Elle méritait cet héritage bien plus que mon fils, qui n'avait jamais mis les pieds dans les ateliers, préférant les conseils d'administration où il arrivait en retard et les soirées mondaines où il dépensait sans compter. En sortant du cabinet, je m'étais arrêté au café des Jacobins.
J'avais besoin d'un moment pour respirer, pour savourer cette décision qui, je le savais, ferait l'effet d'une bombe. Le serveur m'avait apporté un café serré et un verre d'eau, posé sur une serviette en papier blanc, ornée du logo du café, un coq stylisé. Je me souviens parfaitement de ce détail parce que c'est sur cette serviette que j'avais gribouillé les derniers mots de mon discours pour le lendemain. C'est aussi à ce moment précis que ma belle-sœur Françoise m'avait surprise, apparaissant comme par magie derrière moi, son parfum entêtant m'enveloppant avant même que je ne l'entende. « Eliane, quelle coïncidence !» Sa voix mielleuse ne trompait personne. Il n'y avait pas de coïncidence dans cette rencontre. « Que fais-tu si loin de l'hôtel le jour avant le grand événement ?» Son regard s'était posé sur la serviette où j'avais écrit et j'avais discrètement glissé ma main dessus. « Des courses de dernière minute !» avais-je menti avec un sourire forcé. « Et toi, Françoise ? Je te croyais occupée avec les fleuristes. » Elle s'était assise sans y être invitée, commandant un kir royal avec une familiarité excessive. « Oh, tu sais comment sont ces jeunes, Isabelle et Mathieu gèrent tout à merveille, tellement moderne. » Elle avait fait une pause calculée avant d'ajouter « D'ailleurs, en parlant d'avenir, tu devrais réfléchir à qui mérite vraiment d'hériter de ta fortune, Eliane. » Ce ton venimeux, cette insinuation à peine voilée. Maintenant, au lendemain de cette conversation, alors que je me tenais humilié et trahi dans la mairie, ces mots résonnaient différemment. Françoise avait-elle déjà comploté avec Isabelle à ce moment-là ? Avait-elle découvert mes intentions d'une manière ou d'une autre? Je me souviens avoir serré mon sac contenant les documents fraîchement signés, sentant le poids du papier comme une arme secrète. « Ma fortune, comme tu dis, ira à qui saura en prendre soin », avais-je répondu en la fixant droit dans les yeux. Son sourire s'était figé. « Bien sûr, ma chère, nous voulons tous ce qui est mieux pour l'entreprise familiale. » Familiale ? J'avais laissé échapper un petit rire. « Françoise, rappelle-moi la dernière fois où tu as mis les pieds dans l'atelier, où Mathieu a parlé à l'un de nos ouvriers. » Je m'étais levé, laissant un billet sur la table. La famille n'est pas toujours dans le sang. En la quittant, j'avais senti son regard me brûler le dos. Dans le tramway me ramenant à l'hôtel, j'avais observé Lyon défiler par la fenêtre, les façades couleur ocre, les traboules mystérieuses, le Rhône scintillant sous le soleil. Cette ville où j'avais tout construit, où j'avais aimé, perdu et finalement compris ce qui comptait vraiment. Mon dilemme était clair, cristallisé dans cette journée. Devais-je protéger les apparences d'une famille qui n'en était plus une, ou honorer la vérité qui pulsait en moi comme une seconde vie? Choisir le silence pour épargner mon fils de l'embarras public ou révéler au grand jour les manipulations dont j'étais victime? En rentrant à l'hôtel ce soir-là, j'avais croisé Isabelle dans le couloir. Elle m'avait souri, ce sourire parfait qui n'atteignait jamais ses yeux. « Belle maman, vous êtes pâle. Vous devriez vous reposer avant le dîner de répétition. » Sa sollicitude sonnait faux, comme une note dissonante dans une mélodie trop travaillée. Mais je n'avais pas encore compris à quel point. Au dîner, elle s'était assise à ma droite, remplissant constamment mon verre, ce fameux verre bleu, celui de la collection personnelle du propriétaire du restaurant, m'avait-elle expliqué. « Un bleu qui porte chance », avait-elle ajouté avec un clin d'œil complice vers Françoise. Si seulement j'avais su ce que ce bleu me réservait comme chance. J'avais choisi la vérité ce jour-là, en signant ces papiers. J'avais choisi de sacrifier l'image de la famille parfaite que mon fils s'acharnait à maintenir. Et ce choix, je le savais désormais en touchant mon crâne dénudé, me coûterait peut-être son amour. Mais comme me l'avait dit un jour mon défunt mari, le vrai patrimoine qu'on laisse, Eliane, ce n'est pas l'argent, c'est l'exemple. L'exemple que je laisserais serait celui d'une femme qui, même trahie, même humiliée, n'avait pas plié devant l'injustice. La cérémonie à la mairie s'était déroulée dans une atmosphère surréaliste. Je m'étais tenu au dernier rang, mon foulard Hermès soigneusement noué, mais qui ne parvenait pas à cacher complètement ma calvitie. Les regards furtifs, les chuchotements à peine dissimulés derrière les mains manucurées des invités m'avaient transpercé comme autant de petites aiguilles. J'avais vu mon fils prononcer ses vœux, sa voix ferme et assurée, sans qu'un seul regard ne soit dirigé vers moi, comme si la mère du marié était devenue invisible,
ou pire, une source d'embarras qu'il fallait ignorer. Isabelle, resplendissante dans sa robe Dior, avait joué la comédie à la perfection, m'adressant même un sourire compatissant lorsque nos regards s'étaient croisés. Quelle actrice remarquable! Elle aurait pu faire carrière à la Comédie Française plutôt que de s'immiscer dans notre famille. Maintenant, nous étions tous rassemblés dans le salon de réception du château de Montchat, une bâtisse du XIXe siècle nichée dans l'est lyonnais dont les jardins à la française s'étendaient à perte de vue. L'élite de Lyon était présente, industriels, politiciens, artistes, tous venus célébrer l'union de l'héritier de Lumière métallique avec la fille d'un banquier influent. Une alliance stratégique, comme on disait autrefois pour les mariages royaux. Je me tenais près d'une fenêtre, un verre de champagne intouché à la main. Je n'avais plus confiance en aucune boisson qu'on me servait. Les invités évoluaient autour de moi comme si j'étais entouré d'un périmètre invisible. Seuls quelques vieux amis étaient venus me saluer, leur embarras palpable face à mon apparence. C'était une perruque, n'est-ce pas? J'entendis cette phrase prononcée sans discrétion par une cousine éloignée de mon défunt mari à son voisin. Je me disais aussi que ses cheveux étaient trop parfaits pour son âge. « On dit qu'elle est malade », répondit une voix masculine que je reconnus comme celle du maire adjoint de Lyon. « Un cancer, terminal, apparemment. Pauvre Mathieu », soupira la femme. « Hérité de tout ça en plein mariage, quel timing macabre !» Mon cœur se serra. Ainsi, les rumeurs couraient déjà sur ma santé. Quelqu'un avait-il découvert mes visites à l'Institut de cancérologie? Je touchai machinalement mon foulard, sentant mon crâne douloureux en dessous. Qui héritera de la fortune des Roussel, selon vous? Cette question, posée un peu plus loin par un homme d'affaires que je connaissais vaguement, attira toute mon attention. 150 millions d'euros, ce n'est pas rien. Mathieu, évidemment, répondit son interlocuteur en haussant les épaules. Qui d'autre? Je serrai mon verre plus fort, sentant une vague de satisfaction anticipée monter en moi. Si seulement il savait ce que contenait l'enveloppe cachée dans mon sac. En parcourant la salle du regard, je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. Ma belle-sœur Françoise chuchotait avec animation à une femme que je reconnus immédiatement. Christine Pelletier, la directrice comptable de mon entreprise. Elles étaient dans un coin, échangeant ce qui semblait être des informations confidentielles. Christine tenait un dossier à couverture bleu marine, la couleur des rapports financiers trimestriels de Lumière métallique. Je me dirigeais vers elle, aussi discrètement que possible, contournant les groupes d'invités. Mais avant que je puisse les atteindre, elles se séparèrent brusquement. Christine glissa le dossier dans son sac et quitta la pièce par une porte latérale, tandis que Françoise se fondait dans un groupe de convives. « Madame Roussel ?» Voix douce m'interpella. Je me retournai pour découvrir Amélie, l'une des jeunes secrétaires de direction de l'entreprise. Son visage exprimait une inquiétude sincère. « Je voulais vous dire, je suis désolé pour ce qui vous arrive. »« Ce qui m'arrive ?» répétai-je, incertaine de ce qu'elle savait exactement. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle, puis se pencha vers moi. « J'ai entendu Madame Pelletier et votre belle-sœur parler des irrégularités qu'elles avaient découvertes. Elles disaient que cela justifiait ce qu'elles ont fait. » Son regard monta brièvement vers mon foulard, puis redescendit, embarrassé. Mon sang se figea dans mes veines. Quelles irrégularités, Amélie? Je ne sais pas exactement. Mais elles ont mentionné un audit secret et des transferts suspects vers des comptes en Suisse. Elle hésita. « Madame, je crois qu'elles essaient de vous piéger d'une façon ou d'une autre. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Christine avait accès à tous les comptes de l'entreprise. Si elle falsifiait des documents à la demande de Françoise, si elle créait de toutes pièces des preuves de malversation financière, cela pourrait bloquer le transfert de propriété que j'avais signé la veille. « Merci, Amélie », murmurai-je, touché par sa loyauté. Les sous-trames se tissaient comme une toile d'araignée autour de moi. Le ressentiment de Françoise qui n'avait jamais accepté que l'entreprise me revienne après la mort de son frère. Les manipulations financières orchestrées par Christine. Le silence complice de mon fils. Chaque détail semblait faire partie d'une conspiration plus vaste, dont le but ultime était de m'évincer et de s'emparer de ce que j'avais mis une vie à construire. Un rire cristallin attira mon attention. Isabelle, ma belle-fille,
se tenait au centre d'un cercle d'admirateurs, rayonnante dans sa nouvelle position d'épouse de l'héritier. Elle me vit et son sourire s'élargit, presque prédateur. Elle murmura quelque chose à l'oreille d'une amie qui me regarda aussitôt et pouffa de rire derrière sa main. La humilhação era palpável. Estar ali, entre 200 pessoas que riam de mim pelas costas, que especulavam sobre minha saúde, minha fortuna, meu futuro ou a falta dele. Je me dirigeais vers la terrasse, ayant besoin d'air. Le soleil commençait à décliner, teintant les jardins de Montchat d'une lumière dorée. Au loin, je pouvais apercevoir la silhouette de Lyon, cette ville qui m'avait vu naître, grandir, aimer, perdre. Cette ville où j'avais bâti mon empire de métal et de verre. Maman? La voix de Mathieu me fit sursauter. Mon fils se tenait derrière moi, l'air incertain. C'était la première fois de la journée qu'il m'adressait directement la parole. Tu as finalement décidé de reconnaître mon existence? Ma voix était plus amère que je ne l'aurais souhaité. Il eut la décence de paraître embarrassé. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Ses yeux évitaient soigneusement mon foulard. Isabelle m'a dit que tu n'étais pas bien ces derniers temps, que tu prenais des décisions irrationnelles. Alors, c'était donc ça. Il préparait le terrain pour me déclarer inapte à gérer mes affaires. Un cancer, une prétendue démence, des accusations de fraude financière, tout s'orchestrait parfaitement pour justifier une mise sous tutelle. Ton discours est prévu après le dîner, continua-t-il visiblement mal à l'aise. Le notaire m'a dit que tu voulais faire une annonce importante. Quelque chose concernant l'entreprise? Je soutins son regard, cherchant dans ses yeux une trace du petit garçon qui courait autrefois dans les ateliers, fasciné par les étincelles des machines. Ce petit garçon avait-il complètement disparu, remplacé par cet homme calculateur que je ne reconnaissais plus? Tu le sauras en même temps que les autres, Mathieu, répondis-je simplement. Certaines vérités méritent un public. Il fronça les sourcils, puis hocha la tête avant de retourner à l'intérieur, me laissant seul avec mes pensées et la vue de Lyon qui s'embrasait dans le couchant, comme mon cœur s'embrasait d'une détermination nouvelle face à cette trahison orchestrée. Le dîner touchait à sa fin. Les assiettes de millefeuilles au foie gras et truffes noires, spécialité du chef étoilé engagé pour l'occasion, avaient laissé place aux coupes de champagne rosé millésimées. Les lustres en cristal du château de Montchat diffusaient une lumière dorée sur les convives, créant une atmosphère feutrée, presque irréelle, comme un décor de théâtre pour la pièce tragique qui allait se jouer. Je me tenais légèrement en retrait, observant ce monde qui était le mien depuis tant d'années, mais dont je me sentais aujourd'hui étrangement détaché. Mon foulard Hermès attirait toujours les regards, mais j'avais cessé d'en souffrir. Une étrange sérénité m'avait envahi, celle qui précède les grandes batailles, peut-être. Les violonistes, positionnés dans l'alcôve près de la cheminée monumentale, entamèrent les premières notes d'une valse de Chopin. C'était le signal. L'heure des discours et des toasts approchait. Je sentis mon cœur s'accélérer, mes mains devinrent moites. Dans mon sac, l'enveloppe contenant ma déclaration semblait peser 1 tonne. « Mesdames et messieurs », annonça le maître de cérémonie, un homme à la voix de velours et au costume impeccable, « nous vous invitons à lever vos verres pour célébrer l'union de Mathieu et Isabelle. » Les invités se levèrent dans un bruissement d'étoffes luxueuses. Les serveurs circulaient, remplissant les coupes vides. L'un d'eux s'approcha de moi avec une bouteille, mais je couvris mon verre de ma main. Plus jamais je ne boirais sans avoir vu de mes yeux la bouteille être ouverte. Le père d'Isabelle, Georges Mercier, prit la parole en premier. Grand, distingué dans son smoking sur mesure, ce banquier influent distilla un discours parfaitement calibré, mêlant anecdotes attendrissantes et projections d'avenir brillants pour le jeune couple. À cette magnifique union de 2 familles, 2 patrimoines, 2 histoires, conclut-il en levant son verre. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Ma coupe reflétait la lumière des lustres, créant de petits arcs-en-ciel dansant sur la nappe en lin blanc. Dans ce kaléidoscope fugace, je crus apercevoir une silhouette se faufiler discrètement vers la sortie de service. C'était la femme qui nettoyait la sacristie à la mairie plus tôt dans la journée. Que faisait-elle ici? Comment connaissait-elle les lieux? Et surtout, pourquoi cette précipitation?
Mon esprit s'emballa, connectant des points invisibles pour les autres. Le Copo Azul, qui avait bu dans ce verre bleu avec moi, la Tesoura, qui avait manipulé ces ciseaux trouvés près du buffet, Asenna, qui connaissait le code d'entrée utilisé à 2h17 du matin. Ces questions sans réponse tournoyaient dans ma tête comme autant de lames prêtes à trancher le voile des apparences. Ce fut au tour de mon fils de prendre la parole. Mathieu se leva, magnifique dans son costume sombre, ses cheveux châtains parfaitement coiffés, les mêmes que son père portait à son âge. Une vague de mélancolie me submergea. Henri aurait dû être là, à mes côtés. Il aurait su quoi faire face à cette conspiration. « Chers amis, chère famille », commença Mathieu d'une voix assurée, « aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. » Son regard balaya l'assemblée, s'attardant sur chaque table, sauf la mienne. Isabelle a transformé mon existence. Avec elle, je me sens prêt à affronter l'avenir, à assumer de nouvelles responsabilités. À ces mots, je vis Françoise échanger un regard entendu avec Christine Pelletier. La directrice financière hocha imperceptiblement la tête. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Nouvelle responsabilité. Faisait-il allusion à la prise de contrôle de mon entreprise? Un avenir que nous construirons ensemble, poursuivit-il, sur les fondations solides que nos parents nous ont léguées. Il marqua une pause, et pour la première fois, son regard croisa le mien. Une lueur indéchiffrable y brillait. Culpabilité? Défi? Je n'aurais su le dire. C'est alors que le maître de cérémonie annonça « Et maintenant, nous avons l'honneur d'écouter Madame Eliane Roussel, mère du marié et présidente de Lumière Métallique. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers moi. Mélange de curiosité malsaine et d'appréhension. Je me levai lentement, sentant le poids de chaque seconde. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma voix ne trahirait aucune faiblesse. Je le savais. En me dirigeant vers l'estrade, je croisai le regard d'Isabelle. Un sourire suffisant flottait sur ses lèvres parfaitement maquillées. Elle pensait avoir gagné, avoir brisé la vieille femme ridiculisée. Cette certitude dans ses yeux noisettes me donna la force qui me manquait. Je pris place face à l'assemblée, sortant délicatement l'enveloppe de mon sac. La lumière des lustres créait des ombres mouvantes sur les visages tournés vers moi. Ma tassa de champagne posée sur le pupitre reflétait ces jeux d'ombre et de lumière, comme un présage des révélations à venir. « Chers invités », commençai-je d'une voix claire qui me surprit moi-même. « Comme vous pouvez le constater, j'apparais devant vous, transformé. » Un murmure parcourut l'assistance. Certains baissèrent les yeux, gênés. D'autres, au contraire, me fixaient avec une fascination morbide. Ce matin, je me suis réveillé sans mes cheveux. Un cadeau de mariage, semble-t-il. Je sortis alors le billet que j'avais trouvé sur ma table de chevet et le lus à haute voix. « Maintenant, tu as l'apparence que tu mérites, vieille ridicule. » Un hoquet de stupeur collectif résonna dans la salle. Je vis Isabelle pâlir brusquement, son verre de champagne suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Mathieu se redressa sur sa chaise, visiblement choqué. Jouait-il la comédie ou ignorait-il réellement le geste de sa femme? Je pourrais vous parler de la douleur, de l'humiliation. Je pourrais verser des larmes et mendier votre attention. Je fis une pause, balayant l'assemblée du regard. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici ce soir. Mon poitrine se soulevait au rythme de ma respiration de plus en plus profonde. L'heure de vérité approchait. Bientôt, je révélerai ma décision, celle qui changerait à jamais le destin de ma famille et de mon entreprise. Je suis ici pour parler d'héritage. Non pas celui qu'on reçoit par le sang ou par alliance, mais celui qu'on mérite par ses actes. Ma voix se renforçait à chaque mot, portée par une conviction inébranlable. L'empire que j'ai bâti avec mon défunt mari, que j'ai fait prospérer seul depuis 15 ans, cet empire ne s'est pas construit sur des trahisons et des humiliations. Du coin de l'œil, je vis Françoise se pencher vers Christine, leur visage tendu par l'inquiétude. Elle comprenait que quelque chose leur échappait, que leur plan présentait une faille. Avant de vous révéler ma décision concernant l'avenir de Lumière Métallique, poursuivis-je en dépliant lentement le document tiré de l'enveloppe, je voudrais porter un toast. Je levai ma coupe, la lumière y dansant comme un présage. À la vérité qui finit toujours par éclater au grand jour.
à la justice, qui peut prendre des chemins détournés mais trouve toujours sa voie. Et enfin, je fixais directement Isabelle, dont le teint était désormais livide, à l'apparence que chacun mérite. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'approchais du moment que j'avais tant préparé. Derrière moi, je sentais la présence rassurante de Maître Dumont, arrivé discrètement pendant le dîner avec les documents officiels. Devant moi, 200 personnes suspendues à mes lèvres, attendant la révélation qui allait bouleverser l'ordre établi. L'espace d'un instant, tout sembla figé, les visages, les lumières, même l'air que nous respirions. Puis, je commençai à lire le document qui officialisait ma décision. Le silence qui régnait dans la salle était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber, 200 respirations suspendues, 200 regards rivés sur moi. Le document entre mes mains tremblait légèrement, mais ma voix restait ferme. Avant de vous révéler le contenu de ce document, dis-je en le reposant momentanément sur le pupitre, j'aimerais que nous parlions tous du billet que j'ai trouvé ce matin. D'un geste théâtral, je sortis le petit morceau de papier de la poche de ma veste et le brandis haut pour que tous puissent le voir. Les mots cruels, écrits à la hâte, semblaient presque scintiller sous les lumières du lustre. « Maintenant tu as l'apparence que tu mérites, vieille ridicule », répétai-je, chaque syllabe résonnant comme un coup de marteau dans le silence oppressant. Ces mots, je les ai trouvés sur ma table de chevet ce matin, après m'être réveillé sans mes cheveux. Je vis plusieurs invités échanger des regards horrifiés. Une femme porta sa main à sa bouche, choquée. D'autres fixaient Isabelle avec une réprobation à peine dissimulée. J'aurais pu garder cette humiliation pour moi. J'aurais pu porter un chapeau, faire comme si de rien n'était. Je touchais délicatement mon foulard. Mais à 67 ans, j'ai appris que le silence face à la cruauté ne fait qu'encourager davantage de cruauté. Mon regard se posa sur Isabelle, qui semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Sa beauté parfaite s'était fissurée, révélant la laideur intérieure que je connaissais depuis longtemps. « Ma chère belle-fille, dis-je en m'adressant directement à elle, reconnais-tu cette écriture ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Isabelle se redressa, affichant un masque d'indignation. « Comment osez-vous m'accuser publiquement ?» Sa voix tremblait légèrement. « C'est absurde et diffamatoire. » Je souris calmement. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement posé une question. Je me tournai alors vers un serveur et lui fis signe d'approcher. Il portait un petit plateau d'argent sur lequel reposait un objet enveloppé dans un tissu de velours noir. Je le dévoilai lentement. C'était la paire de ciseaux de la sacristie. Ces ciseaux ont été retrouvés ce matin près du buffet à la mairie, alors qu'ils auraient dû être rangés dans leur boîte. Je les soulevai délicatement, la lumière se reflétant sur leurs lames. Des traces de cheveux y ont été découvertes. Mes cheveux. Je vis Françoise s'agiter nerveusement sur sa chaise. Un détail qui n'échappa pas à plusieurs invités. Et puis, il y a ce mystérieux code d'entrée utilisé à 2h17 du matin à la mairie. Je sortis mon téléphone et montrai la capture d'écran du registre électronique que j'avais discrètement photographié. Un code temporaire, attribué uniquement aux membres de la famille proche. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler publiquement, créant un tableau que chacun pouvait désormais voir. Et enfin, continuai-je en fixant Isabelle, il y a ce verre bleu dans lequel tu m'as servi du champagne hier soir. Ce champagne au goût étrangement sucré qui m'a plongé dans un sommeil si profond que je n'ai rien entendu quand quelqu'un est entré dans ma chambre pour me raser la tête. Le visage d'Isabelle était désormais d'une pâleur cadavérique. Elle chercha du soutien auprès de mon fils, mais Mathieu fixait la table, incapable de lever les yeux. « Tu sembles surprise, Isabelle, » poursuivis-je. « Surprise que je sache tout cela, ou surprise que j'ose en parler devant tout le monde. » Je me tournai alors vers Françoise, dont le regard fuyant confirmait mes soupçons. « Ma chère belle-sœur, tu as toujours été douée pour manipuler les autres, même après la mort de ton frère, mon mari. Tu n'as jamais cessé de convoiter ce qui n'était pas à toi. » Je la fixai droit dans les yeux. « C'est toi qui as suggéré à Isabelle que je comptais déshériter Mathieu, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as dit que m'humilier publiquement la placerait en position de force ?» Françoise se leva brusquement, renversant son verre. « Tu délires complètement.
C'est la maladie qui te fait dire n'importe quoi. La maladie? Je souris tristement. Ah oui, cette rumeur que tu as pris soin de répandre. Mon prétendu cancer terminal qui justifierait une mise sous tutelle. Un hoquet de surprise parcourut l'assemblée. Plusieurs invités regardèrent désormais Françoise avec méfiance. J'ai longtemps cherché qui avait pu accéder à mes dossiers médicaux confidentiels. Je me tournai vers Christine Pelletier, qui s'agitait inconfortablement sur sa chaise, jusqu'à ce que je comprenne que notre directrice financière avait un accès privilégié à tous mes documents personnels, y compris mes rendez-vous médicaux. Je fis signe à Maître Dumont, qui s'avança avec une enveloppe scellée. Mon avocat a recueilli hier le témoignage d'Amélie, secrétaire de direction, qui vous a entendu planifier cette machination. Elle a également confirmé votre projet de falsifier des documents financiers pour m'accuser de détournement de fonds. Les invités échangèrent maintenant des regards stupéfaits, chuchotant entre eux. Le scandale prenait forme sous leurs yeux, comme une pièce de théâtre dont le dénouement approchait. Mais voici le plus ironique dans cette histoire, continuai-je en touchant mon foulard. J'ai effectivement commencé un traitement de chimiothérapie il y a quelques semaines. Un cancer du sein, détecté précocement, avec d'excellentes chances de guérison. Je portais une perruque que tu as pris tant de plaisir à m'enlever, Isabelle. Tu croyais m'humilier, mais tu n'as fait que révéler au grand jour ce que je cachais par pudeur. Des murmures de compassion s'élevèrent dans la salle. Je vis plusieurs femmes essuyer discrètement une larme. Même certains hommes semblaient émus par cette révélation. « Tu vois, Isabelle, dis-je en la regardant directement, tu m'as fait un cadeau sans le savoir. Tu m'as libéré du poids du secret. Tu m'as permis d'affronter cette épreuve la tête haute, littéralement. » Je défis alors mon foulard d'un geste lent et délibéré, révélant entièrement mon crâne nu, marqué par endroits de petites coupures, dues aux ciseaux maniés maladroitement. Un geste de défi, de dignité retrouvée. « Et maintenant ?» repris-je en saisissant à nouveau le document officiel, « passons à l'annonce que vous attendez tous. L'avenir de Lumière Métallique. » Je sentis une force nouvelle m'envahir. La vérité avait éclaté au grand jour, les masques étaient tombés. Restait maintenant à dévoiler ma décision, celle qui changerait tout. Par ce document, signé hier en présence de Maître Dumont et enregistré légalement à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, je transfère la propriété et le contrôle de Lumière Métallique, entreprise évaluée à 150 millions d'euros. Je marquais une pause, savourant ce moment de suspense. Mathieu s'était enfin redressé, son regard oscillant entre l'espoir et la crainte. Isabelle s'agrippait au bord de la table, les jointures blanches. Françoise retenait visiblement son souffle. Non pas à mon fils, ni à quiconque dans cette salle. Les murmures reprirent, plus intenses. Mais aux employés de l'atelier de Saint-Priest, ces femmes plus âgées, invisibilisées, dont les mains expertes ont façonné la réputation d'excellence de notre entreprise. Ces femmes qui, comme moi, connaissent le prix du travail, de la dignité et du respect. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée, rapidement suivi d'une vague de chuchotements incrédules. Mon fils se leva d'un bond, le visage déformé par la stupeur et la colère. « Tu ne peux pas faire ça !» s'écria-t-il. « C'est l'héritage familial !» Je le regardais calmement, sentant une immense tristesse m'envahir face à cet homme que je ne reconnaissais plus. Un héritage se mérite, Mathieu. Il se construit jour après jour par des actes de loyauté, de courage. Je fis une pause, laissant le poids de mes prochaines paroles s'imposer. Et surtout, il se gagne en défendant ceux qu'on aime quand ils sont attaqués. Chose que tu n'as pas su faire aujourd'hui. Le château de mon chat sembla imploser sous l'effet de ma déclaration. Un chaos contrôlé se répandit dans la salle comme une onde de choc. Des exclamations d'incrédulité, des chaises raclant brutalement le sol, des verres renversés dans la précipitation. Le bruit cristallin d'une coupe de champagne se brisant sur le marbre résonna comme un point d'orgue à cette symphonie de stupeur. Mathieu se tenait debout, immobile, le visage transfiguré par une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. Était-ce de la colère, de la honte, ou simplement le choc de voir s'effondrer l'empire qu'il avait toujours considéré comme son dû? Ses lèvres tremblaient légèrement.
cherchant des mots qui ne venaient pas. Isabelle, elle, ne resta pas silencieuse. Elle se leva d'un bond, sa robe de mariée bruissant comme un animal agité. « C'est de la folie !» cria-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Elle est démente. Vous voyez bien qu'elle n'a plus toute sa tête. » Ses yeux, d'ordinaire si calculateurs, roulaient frénétiquement d'un invité à l'autre, cherchant du soutien. Mais les regards qu'elle rencontrait n'exprimaient que stupéfaction ou pire encore, une fascination morbide pour ce drame familial qui se jouait en direct. Françoise bondit à son tour, pointant un doigt accusateur vers moi. « C'est illégal. On ne peut pas déshériter sa famille de cette façon. Le conseil d'administration n'acceptera jamais ça. » Maître Dumont fit un pas en avant, son calme professionnel contrastant avec l'agitation ambiante. « Tous les aspects légaux ont été méticuleusement respectés, madame. Les statuts de l'entreprise donnent à madame Roussel pleine latitude pour céder ses parts comme elle l'entend. » Un silence lourd s'installa pendant quelques secondes, rapidement rompu par une cacophonie de voix. Des groupes se formaient spontanément, commentant avec animation ce qu'ils venaient d'entendre. Certains invités, visiblement mal à l'aise, cherchaient déjà discrètement la sortie. Au milieu de ce tumulte, je me tenais droite, mon crâne nu, exposé à tous, un étrange sentiment de libération m'envahissant. La vérité avait éclaté comme un orage d'été, nettoyant l'air vicié des mensonges et des manipulations. « Maman !» La voix de Mathieu me parvint, étrangement brisée. Il s'était approché de l'estrade, ses yeux enfin fixés sur moi. « Tu ne peux pas faire ça. Pas aujourd'hui, pas comme ça. » Pour la première fois de la journée, je vis dans son regard autre chose que de l'indifférence ou du calcul. Était-ce de la peur, du regret? Et quand aurais-je dû le faire, Mathieu? Répondis-je doucement. Quand ta femme m'aurait complètement humilié, quand ta tante aurait réussi à me faire déclarer inapte, ou peut-être quand le cancer m'aurait achevé, te laissant le champ libre. Il recula comme si je l'avais giflé. Autour de nous, le bruit s'était atténué, les invités tendant l'oreille pour ne rien manquer de cet échange. Je n'ai jamais... commença-t-il, avant de s'interrompre, incapable de nier l'évidence. Tu n'as jamais quoi, mon fils? Insistai-je. Tu n'as jamais participé activement à cette machination? Peut-être, mais tu n'as rien fait pour l'empêcher non plus. Tu es resté silencieux, complice par ton inaction. Georges Mercier, le père d'Isabelle, fendait maintenant la foule pour rejoindre sa fille. Grand banquier habitué aux situations de crise, il tentait visiblement de reprendre le contrôle de la situation. « Madame Roussel, dit-il d'une voix qu'il voulait apaisante, je comprends votre émotion, mais peut-être devrions-nous discuter de tout cela en privé, entre familles. » Je le fixais avec une intensité qui le fit taire immédiatement. « C'est précisément ce que vous auriez souhaité, n'est-ce pas? Que tout reste dans l'ombre, que les apparences soient préservées pendant que vous manœuvriez pour contrôler mon entreprise à travers votre fille et mon fils. La Banque Mercier a toujours rêvé de mettre la main sur nos actifs industriels. » Son visage se décomposa. J'avais touché juste. Les murmures reprirent de plus belle dans l'assemblée. Christine Pelletier tentait maintenant de s'éclipser discrètement, son sac pressé contre sa poitrine, ce même sac où j'avais vu disparaître le dossier à couverture bleu marine. Je fis un signe à Maître Dumont, qui hocha la tête et se dirigea vers la sortie pour l'intercepter. Isabelle, voyant son père désarçonné, changea brusquement de tactique. Des larmes, de crocodile, j'en étais certaine, commencèrent à couler sur ses joues parfaitement maquillées. « Comment pouvez-vous nous faire ça ?» sanglota-t-elle théâtralement. « Le jour de notre mariage, après tout ce que Mathieu a fait pour vous, pour l'entreprise. » Je laissai échapper un rire sec qui résonna étrangement dans la salle désormais silencieuse. « Et qu'a-t-il fait exactement, Isabelle? A-t-il jamais passé une journée entière dans les ateliers? Connaît-il le nom d'une seule des ouvrières de Saint-Priest? A-t-il jamais négocié un contrat sans mon aide ?» Mathieu baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. La vérité était là, crue et implacable. Il avait toujours considéré l'entreprise comme un héritage acquis, jamais comme une responsabilité à mériter. Je sentis alors une présence à mes côtés. Amélie, la jeune secrétaire qui m'avait prévenu des manigances de Françoise et Christine, était montée sur l'estrade. Elle me tendit un verre d'eau, un geste simple, mais empreint d'une telle sollicitude
qu'il me toucha profondément. « Merci », murmurai-je en acceptant le verre. Elle hocha la tête et se pencha pour me chuchoter à l'oreille. « Les ouvrières de Saint-Priest sont en ligne, madame. Elles attendent votre appel vidéo comme prévu. » Je souris. La deuxième partie de mon plan pouvait commencer. Je fis signe au technicien posté près de l'écran géant qui avait servi à projeter des photos des mariés pendant le dîner. Il acquiesça et pianota sur son ordinateur. « Mesdames et messieurs, » annonçai-je en me redressant, « permettez-moi de vous présenter les nouvelles propriétaires de lumière métallique. » L'écran s'illumina, révélant une dizaine de femmes rassemblées dans la salle de pause de l'atelier de Saint-Priest. Des visages marqués par les années de travail, des mains abîmées par le métal, des regards où brillait une lueur incrédule et émue. Jacqueline, Monique, Samia et toutes les autres, celles qui avaient été le véritable cœur battant de l'entreprise pendant des décennies. « Bonjour, Madame Roussel », lança Jacqueline, la doyenne de l'atelier, sa voix légèrement déformée par les haut-parleurs. « On n'arrive toujours pas à y croire. » Un silence absolu régnait maintenant dans la salle de réception. Tous les yeux étaient rivés sur ces femmes ordinaires, ces invisibles que personne n'avait jamais considérées comme importantes jusqu'à ce jour. « Croyez-y, Jacqueline, » répondis-je avec un sourire. « À partir d'aujourd'hui, Lumière Métallique vous appartient, à vous et à vos collègues. L'entreprise revient à celles qui l'ont véritablement construite, jour après jour, pièce après pièce. » Je me tournai vers mon fils, dont le visage reflétait maintenant une compréhension douloureuse de l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Non pas seulement une entreprise, mais la confiance et le respect de sa mère. « Mathieu, » dis-je doucement, « tu as encore beaucoup à apprendre sur ce qui fait la valeur d'une personne. Ce n'est pas le nom qu'elle porte ou l'argent qu'elle possède. C'est sa capacité à défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Une larme, la première de la journée, roula sur sa joue. Était-ce le début d'une prise de conscience ou simplement le chagrin de l'héritier déchu? Seul le temps le dirait. Je regardais une dernière fois cette assemblée de gens fortunés et influents, figés dans leur stupeur devant ce renversement de situation qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. J'étais la vieille femme ridicule, celle qu'on avait voulu humilier. Et pourtant, c'était moi qui me tenais debout, digne dans ma vulnérabilité assumée, plus forte que jamais. « La réception est terminée », annonçai-je simplement. « Merci d'être venu. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage, qui avait fait la une des journaux locaux. Non pas pour l'union de 2 jeunes gens fortunés, mais pour le scandale et la révélation spectaculaire qui avait suivi. « L'héritière chauve donne son entreprise aux ouvrières », avait titré Le Progrès. Une simplification grossière de ce qui s'était réellement passé, mais les médias avaient toujours préféré les titres accrocheurs à la complexité de la vérité. Ce matin-là, je me rendais à l'atelier de Saint-Priest, mon foulard Hermès toujours noué autour de ma tête. Mes cheveux commençaient à repousser timidement, créant un duvet argenté qui me donnait, selon ma fidèle gouvernante Marthe, l'air d'un poussin distingué. L'image m'avait fait sourire. La voiture longeait les berges du Rhône, où les premiers rayons du soleil faisaient scintiller l'eau comme des milliers de diamants. Lyon s'éveillait doucement, belle et paisible, ignorant les tempêtes qui agitaient encore les cœurs de certains de ses habitants. Françoise avait quitté la ville le lendemain du mariage, partant se réfugier dans sa maison de Provence. Christine Pelletier faisait l'objet d'une enquête pour falsification de documents et tentative d'escroquerie. Quant à Isabelle et Mathieu, ils avaient annulé leur lune de miel à Bali, s'enfermant dans leur appartement du 6e arrondissement. Les rares personnes qui les avaient aperçus parlaient de disputes violentes et de vaisselle brisée. Je n'éprouvais aucune satisfaction à ces nouvelles, seulement une profonde mélancolie, teintée de la certitude d'avoir fait ce qui était juste. L'imposant bâtiment de briques rouges de l'atelier se détacha à l'horizon. Construit dans les années 1920, il avait traversé les décennies sans perdre de sa superbe, tout comme les savoir-faire qui s'y perpétuaient. Mon cœur s'accéléra légèrement à sa vue. C'était ici que tout avait commencé, que tout continuait. « Nous sommes arrivés, madame », annonça Victor, mon chauffeur depuis plus de 15 ans. Il contourna la voiture pour m'ouvrir la porte avec cette déférence tranquille qui le caractérisait.
À peine avais-je posé le pied sur le gravier de la cour que la grande porte métallique de l'atelier s'ouvrit. Jacqueline en sortit, suivie de près par Monique, Samia et une dizaine d'autres femmes. Leurs visages s'illuminèrent en me voyant, et cette chaleur me réchauffa plus que le soleil printanier. « Madame Eliane !» s'exclama Jacqueline en s'avançant vers moi, ses mains calleuses tendues. « Vous êtes venue pour la signature officielle ?» J'acquiesçai, serrant ses mains dans les miennes. Ces mains qui avaient façonné des milliers de pièces, ces mains qui connaissaient le métal mieux que quiconque. « Je n'aurais manqué ce jour pour rien au monde », répondis-je avec un sourire. Nous entrâmes dans le grand hall de l'atelier, où une table avait été dressée devant les machines momentanément silencieuses. Sur cette table, Maître Dumont avait disposé les derniers documents qui officialiseraient le transfert de propriété. Les statuts de la nouvelle coopérative ouvrière, les actes notariés, les certificats d'action, tout était prêt. Les femmes se rassemblèrent en demi-cercle, leurs blouses de travail bleues contrastant avec la solennité du moment. Certaines avaient les yeux brillants d'émotion, d'autres se tenaient droites avec une fierté nouvelle. Toutes avaient ce regard de personnes qui, après des décennies d'invisibilité, se retrouvaient soudain en pleine lumière. « Mesdames », commença Maître Dumont avec son formalisme habituel, « nous sommes réunis aujourd'hui pour finaliser le transfert de propriété de l'entreprise Lumière Métallique à la Société Coopérative Ouvrière de Production que vous avez constituée. » Il me fit signe d'approcher et me tendit un stylo. Non pas un quelconque stylo, mais celui que mon défunt Marie-Henri avait utilisé pour signer son premier gros contrat. Il y a de cela presque 40 ans. Je l'avais précieusement conservé. Alors que je m'apprêtais à signer, la grande porte de l'atelier s'ouvrit à nouveau. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Mathieu se tenait là, seul, l'air hagard d'un homme qui n'a pas dormi depuis des jours. Sa chemise était froissée. Sa barbe de plusieurs jours lui donnait un aspect négligé que je ne lui avais jamais connu. « Maman », dit-il simplement, sa voix éraillée résonnant dans le vaste espace. Je restai immobile, le stylo suspendu au-dessus du document. Mon cœur de mère voulait courir vers lui, l'enlacer, lui dire que tout irait bien. Mais la femme d'affaires, la femme trahie en moi restait sur ses gardes. « Mathieu », répondis-je calmement, « je ne t'attendais pas. » Il avança de quelques pas, hésitant, comme s'il marchait sur un terrain miné. Ses yeux étaient rouges, cernés de fatigue et peut-être de larmes. « Je ne suis pas venu pour t'arrêter, » dit-il en désignant les documents. « Je sais que ta décision est prise et je commence à comprendre pourquoi. » Un murmure parcourut le groupe des ouvrières. Elles observaient cet homme qu'elles n'avaient vu que rarement, cet héritier qui n'avait jamais daigné s'intéresser à leur travail. « J'ai reçu ta lettre, » continua-t-il. « Celle que tu as laissée à l'appartement. »« Ah, cette lettre !» Je l'avais écrite la nuit suivant le mariage, dans un moment de calme après la tempête. Une lettre où j'expliquais mes choix, où je parlais de dignité, de respect, de ce que signifiait vraiment l'héritage d'une vie de travail. Une lettre où, malgré tout, j'avais aussi écrit ces mots qu'une mère ne cesse jamais de ressentir. « Je t'aime, malgré tout. » J'ai mis du temps à vraiment la lire, avoua-t-il. Au début, je l'ai froissée sans même la regarder. Puis Isabelle est partie. Mes sourcils se haussèrent involontairement à cette nouvelle. Elle est retournée chez ses parents, précisa-t-il avec un geste vague. Elle ne supportait pas l'idée d'être mariée à un homme sans fortune, sans position. Le divorce est en cours. Il eut un rire amer, sans joie. Il aura fallu que je perde tout pour comprendre qui elle était vraiment, qui j'étais devenu à ses côtés. Le silence s'était fait encore plus profond dans l'atelier. Même les machines semblaient retenir leur souffle. « Ta phrase m'a hanté, jour et nuit, » reprit-il en me regardant droit dans les yeux. « Qui ne me défend pas en public ne me mérite pas en privé. Et tu avais raison, maman, j'ai été lâche. J'ai laissé ma femme, ma tante, te traiter de façon indigne. J'ai choisi le confort du silence plutôt que le courage de la vérité. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Je sentis ma résolution vaciller face à la sincérité de son aveu. « Je ne viens pas te demander de revenir sur ta décision, » continua-t-il en regardant les ouvrières avec un respect nouveau. « Je viens te demander une chance de me racheter, pas comme héritier, mais comme homme. »
Il sortit de sa poche un petit carnet usé que je reconnus immédiatement. Le carnet d'apprentissage qu'Henri avait utilisé pour former nos premiers ouvriers il y a si longtemps. Je l'ai retrouvé dans les affaires de papa, expliqua-t-il. Je voudrais apprendre. Vraiment apprendre, depuis le début, comme n'importe quel apprenti. Il se tourna vers Jacqueline, la doyenne de l'atelier. Si vous acceptez de m'enseigner, bien sûr. Un silence stupéfait accueillit sa proposition. Jacqueline me regarda, cherchant mon approbation. Je hochai imperceptiblement la tête. « Ça ne sera pas facile, monsieur Mathieu, » dit-elle de sa voix rocailleuse. « On commence à 6 heures du matin et les mains s'abîment vite sur le métal. »« Je suis prêt, » répondit-il avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Je signai alors les documents un à un, scellant officiellement le transfert de propriété. Puis je me tournai vers mon fils. L'héritage le plus précieux n'est pas celui qu'on reçoit, Mathieu. C'est celui qu'on se forge soi-même, jour après jour. Je m'approchai de lui, et pour la première fois depuis ce fameux matin où je m'étais réveillé chauve, je l'embrassai sur la joue. Il sentit mon pardon dans ce geste, et ses yeux s'embuèrent. Dans les semaines qui suivirent, j'observai mon fils devenir l'homme que son père aurait voulu qu'il soit, se levant avant l'aube, rentrant les mains meurtries mais le regard fier, apprenant l'humilité du travail bien fait, la solidarité de l'atelier, la valeur de chaque geste précis. Quant à moi, je poursuivis mon traitement contre le cancer avec une sérénité nouvelle. Mes cheveux repoussèrent progressivement plus blancs, plus fins, mais j'avais cessé de les cacher. Cette épreuve m'avait appris que la vraie dignité ne résidait pas dans les apparences, mais dans la force de rester fidèle à ses valeurs, envers et contre tout. Un matin, je trouvai sur ma table de chevet un nouveau billet, écrit de la main de mon fils. Il disait simplement « Merci de m'avoir appris que perdre peut être une façon de gagner ». À cet instant, je sus que malgré la cruauté, malgré l'humiliation, malgré les trahisons, j'avais gagné la seule bataille qui comptait vraiment, celle de transmettre un héritage de courage et de justice. Cette histoire nous rappelle que la dignité ne réside pas dans nos apparences, mais dans notre capacité à rester fidèles à nos valeurs, même face à l'humiliation et à la trahison. Eliane a transformé ce qui devait être sa plus grande honte en son plus grand acte de courage. Et vous, auriez-vous eu cette force de caractère ? Auriez-vous pardonné à un fils qui n'a pas su vous défendre quand vous en aviez le plus besoin ? La vraie richesse ne se mesure pas en millions d'euros, mais en respect, en loyauté et en actes de justice. Parfois, perdre ce que l'on croyait important nous permet de gagner ce qui est véritablement essentiel. Comme Eliane l'a montré, l'héritage précieux n'est pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on se forge jour après jour, et celui qu'on choisit de transmettre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en tirer une leçon. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits qui interrogent nos valeurs et nos choix de vie. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'Eliane. Et n'oubliez pas que chaque « j'aime » nous encourage à continuer de partager ces histoires qui résonnent au plus profond de nos cœurs.